Le meilleur ami de mon mari a parié qu'il me verrait pleurer quand il me remettrait les papiers du divorce au dîner de Noël. Les femmes sont si prévisibles, a-t-il ri. J'ai signé immédiatement, puis je leur ai tendu un cadeau emballé. Leurs visages se sont décomposés quand ils l'ont ouvert. Tu crois qu'elle va pleurer quand elle va les lire, a ricané son meilleur ami. Depuis le salon, il ne s'était pas rendu compte que j'étais dans le couloir, tenant un plateau de boisson. Les pieds gelés, le souffle coupé, le pouls battant dans mes oreilles. La voix de Brandon a suivi, légère et suffisante. Elle va s'effondrer. Les femmes le font toujours. C'était 5 jours avant Noël. Avant d'aller plus loin, merci d'être ici. Si vous pensez qu'aucune femme ne devrait jamais se sentir impuissante dans sa propre maison, abonnez-vous. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de force, pas de silence. Maintenant, continuons. Mais cette histoire n'a pas commencé là. Pas vraiment. Le délitement a commencé bien avant qu'il ne parît sur mes larmes. Cela a commencé par des rires, toujours des rires. Tu sais que je pourrais te quitter demain, n'est-ce pas, plaisantait Brandon lors des dîners, les yeux pétillants d'une affection feinte pendant qu'il me frottait l'épaule. Tout le monde gloussait. Moi aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose se ratatinait, se nouait comme un nœud derrière mes côtes. Les gens ne voyaient pas le poids de ces mots, ni à quelle fréquence ils revenaient, ni avec quelle facilité. Ils ne remarquaient pas comment j'avais arrêté de porter ma robe rouge après qu'il eût ricané, on essaie un peu trop, n'est-ce pas? Ou comment j'avais commencé à vérifier son ton avant de parler en public, priant pour que ma phrase ne se transforme pas en monologue sur mes défauts. Il ne criait jamais, ne levait jamais la main. Brandon était plus intelligent que ça. Ses mots étaient des lames trempées dans le miel. Ne m'embarrasse pas devant mon patron. Tu sais que tu as de la chance que je sois encore là. Je veux dire, sérieusement, qu'est-ce que tu ferais d'autre sans moi? Chaque commentaire arrivait avec un sourire narquois, un petit rire, un tintement de son verre de whisky. Je lui rendais son sourire. J'avais appris à sourire. Au début, je le défendais auprès de mes amis. Il est juste sarcastique, ai-je dit à Jenny, ma meilleure amie d'enfance, après qu'elle eut saisi une de ses remarques lors d'un barbecue. Il ne le pense pas comme ça. Elle n'avait pas l'air convaincue. Il n'a pas besoin de le penser. Tu as l'air de disparaître. Peut-être que c'était le cas. J'ai arrêté de publier sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à manquer les réunions du club de lecture. Les appels de ma sœur restaient sans réponse plus souvent qu'autrement. Mon monde est devenu plus petit, centré sur les humeurs de Brandon, ses rythmes, ses seuils. Il aimait le contrôle, un contrôle subtil. Quand ma mère venait nous rendre visite, il s'assurait de me rappeler à quel point j'avais laissé la cuisine en désordre bruyamment. Quand j'oubliais d'aller chercher le nettoyage à sec, il grommelait dans sa barbe, inutile. Juste assez fort pour que je l'entende. Juste assez doucement pour le nier. Pourtant, je me suis convaincu que c'était ça, le mariage. Peut-être pas un conte de fées, mais de la stabilité, de la longévité. Au moins, il ne me trompait pas. Au moins, il n'était pas violent. Au moins. Puis vint le gala. Nous en étions à 2 coupes de champagne lors d'une collecte de fonds de l'entreprise quand il s'est tourné vers moi, les yeux vitreux d'alcool et de mépris. Tu es juste comme toutes les autres, a-t-il marmonné dans sa barbe tandis que le PDG passait. Toujours à vouloir plus. Toujours à s'accrocher. Collante. Ma bouche s'est asséchée. Mon visage s'est raidi avec la rougeur familière de la honte. Je n'ai pas demandé ce qu'il avait déclenché. Je le faisais rarement désormais. Quand nous sommes rentrés, il a claqué la porte et est allé droit au meuble à liqueur. Je l'ai suivi d'un pas mesuré, lui ai versé un autre verre, et le lui ai tendu avec un sourire que j'avais pratiqué à la perfection. Tu sais, ai-je dit doucement, peut-être que nous devrions signer quelque chose, juste au cas où? Tu plaisantes toujours sur le fait de partir. Pourquoi ne pas officialiser? Il a ri, un rire profond et insouciant. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'un contrat de mariage pour protéger mes gains de fantasy football? Il a griffonné son nom sur une serviette à côté de lui. Voilà. Va le faire authentifier si tu as si peur. Puis il s'est évanoui sur le canapé. Il a oublié cette serviette le matin, mais pas moi. Je l'ai fait authentifier dans les 24 heures. Jenny a aidé. Elle n'a pas posé de questions, m'a juste regardé avec une compréhension silencieuse et m'a tendu un stylo. J'ai plié ce document et l'ai glissé dans une enveloppe ignifugée,
je l'ai rangé au fond d'un classeur sous un dossier intitulé Reçus fiscaux 2020. Puis j'ai envoyé par courriel une copie scannée à une adresse électronique privée que Jenny m'avait créée il y a des années, juste au cas où. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner comme d'habitude. J'ai demandé à Brandon comment s'était passée sa journée. J'ai ri de ses imitations de ses collègues. J'ai débarrassé les assiettes et essuyé les comptoirs pendant qu'il faisait défiler son téléphone. Il ne remarqua pas la façon dont j'avais commencé à le regarder, non pas avec peur, ni avec colère, mais avec calcul. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a changé en moi. Pas visiblement, pas dramatiquement. Mais j'ai commencé à tenir un journal, pas le genre joli avec des citations sur la couverture, mais un simple cahier à spirale que je glissais sous mon côté du matelas. J'y notais ses commentaires, ses humeurs, la date à laquelle il rentrait à 1h15 du matin, sentant fortement le parfum et la tequila. Je ne planifiais encore rien, pas consciemment. Mais cette nuit-là, lors de la fête de lancement du nouvel an de son entreprise, lorsqu'il a dit à une foule de nouvelles recrues, le passe-temps de ma femme est de dépenser trop, je n'ai pas pleuré. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai regardé mon reflet, et j'ai pensé, il pense que je suis fragile. Cassable. Il n'avait pas tort. Je l'avais été. Mais j'apprenais. Quelques mois plus tard, en pliant le linge, j'ai trouvé un reçu dans son jean, 2 verres à vin, une chambre d'hôtel coûteuse, et des fraises du service d'étage, datées du jour de la Saint-Valentin. Nous l'avions passé séparément, il avait prétendu être hors de la ville pour le travail. Je ne l'ai pas confronté. Je l'ai scanné, stocké, noté. C'est devenu un schéma tranquille, un rituel privé. Des preuves, pas des émotions. Un soir, au dîner, il a dit, si jamais nous nous séparons, tu vas ramper pour revenir. Tu ne peux même pas réparer le Wi-Fi sans moi. J'ai hoché la tête, lui ai versé un autre verre de vin, et j'ai dit, c'est vrai. Je ne le croyais plus. Il y a une sorte de silence particulière qui grandit dans des foyers comme le nôtre. Ce n'est pas paisible. C'est tendu, comme un fil tiré à travers trop de points, attendant de casser. Chaque pièce résonnait de conversations que nous n'avions jamais eues. Chaque sourire que j'affichais s'accompagnait d'une pointe de nausée. Puis, une nuit, je me suis réveillé d'un cauchemar. Sa voix dans mon rêve résonnait, tu n'auras rien. Je me suis assise, transpirant, le cœur battant, et quelque chose en moi a murmuré, ce n'est plus vrai. J'avais le document, les chronologies, et j'avais du temps. C'était la nuit où j'ai arrêté de faire semblant. À partir de ce moment-là, je n'étais pas sa femme. J'étais son ombre. Poli. Raffiné. Observant. Préparant. La blague qu'il pensait inoffensive. La serviette qu'il pensait être un caprice d'ivrogne. C'était ma fondation. Je ne savais pas quand. Je ne savais pas comment. Mais je savais qu'un jour il recourrait au même vieux jeu de pouvoir, et je serais prête. Je me tenais dans le bureau de Jenny, la lumière fluorescente bourdonnant faiblement au-dessus de nous, illuminant les contours nets d'une vérité que je n'étais pas prête à dire à voix haute. Elle a fixé le document que je lui avais tendu, celui que Brandon avait signé ivre sans lire, sans savoir. L'a-t-il fait volontairement, a-t-elle demandé, les sourcils levés. J'ai hoché la tête, silencieuse. Jenny s'est penchée en arrière dans sa chaise, le cuir gémissant sous elle. Puis elle a glissé ses lunettes et a commencé à lire. Après quelques longues minutes, elle a levé les yeux avec quelque chose entre la pitié et l'admiration dansant dans ses yeux. C'est élégant, a-t-elle dit, tapotant doucement le papier. Il t'a donné le couteau. Tu décides juste quand l'utiliser. J'étais assise en face d'elle, les doigts serrés dans mes genoux. Je ne veux pas me venger. Je veux juste me sentir en sécurité. Tu le seras, a-t-elle dit. Mais renforçons cela. Assurons-nous que ça tiendra s'il dépose en premier. Et nous l'avons fait. Elle a rédigé un avenant, ajoutant de la clarté là où il y avait du flou, assurant que si Brandon essayait un jour de tordre le récit, il serait piégé par sa propre arrogance. Nous avons inclus des dispositions qu'il ne penserait jamais à contester, protection du conjoint, partage financier, preuve de signature volontaire. Il avait écrit son nom, daté de sa main. Aucune contrainte. Aucune pression. Juste un moment de suffisance devenu irréversible. Jenny m'a donné une clé USB, une copie imprimée, et un regard que je n'avais pas vu chez elle depuis que nous étions enfants à comploter des bêtises derrière la bibliothèque de notre école. Sauf que cette fois, ce n'était pas des bêtises.
C'était une stratégie de guerre, et nous jouions sur le long terme. Je vais garder une copie aussi, a-t-elle dit alors que je me levais pour partir, juste au cas où. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Brandon regardant un match de football américain, une bière à la main, des chaussettes jetées négligemment sur le sol du salon. J'ai marqué une pause sur le seuil, le regardant rire devant un ralenti, le bruit de la télé rebondissant sur les murs comme les échos d'une vie à laquelle je n'appartenais plus. Le dîner est presque prêt, ai-je dit. Il a grogné en signe d'acquiescement. C'était le début de ma performance, et j'ai joué le rôle mieux que je n'aurais jamais cru pouvoir. Je suis devenue l'épouse dont il se vantait, raffinée, agréable, posée. Quand il faisait des commentaires sur mes habitudes de dépenses devant des amis, je riais avec eux. Quand il se vantait de sa promotion à la fête annuelle de son entreprise, j'ai embrassé sa joue et j'ai porté un toast avec un sourire éclatant, même si je savais qu'il avait eu le poste parce que son superviseur voulait qu'il quitte son département actuel. Je ne discutais plus quand il était cruel. Je complimentais son goût pour le vin, son choix de restaurant, même son nouvel après-rasage, bien qu'il ne sente en rien celui qu'il utilisait quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il pensait que je m'adoucissais. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que j'aiguisais mes armes. Brandon a recommencé à se détendre, croyant que le feu en moi s'était éteint. Son comportement est devenu plus négligent, plus arrogant. Il a commencé à rentrer tard sans excuse, laisser son téléphone face visible sur le comptoir, des messages clignotant brièvement sur l'écran, venant de numéros enregistrés sans nom. J'en ai vu un de M. Il disait, ce soir? Même hôtel. Il est parti à la salle de sport 10 minutes plus tard. J'ai ouvert notre ordinateur portable partagé, synchronisé les données de son téléphone avec mon dossier cloud, et transféré les captures d'écran à l'adresse électronique privée que Jenny m'avait configurée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas scié. Au lieu de cela, je suis allé à la cuisine et j'ai fait des lasagnes, son plat préféré. Il est rentré et a trouvé un repas chaud et un sourire plus chaleureux. C'était le meilleur repas qu'il ait mangé de toute la semaine. Lors d'un barbecue quelques semaines plus tard, son meilleur ami Nat l'a acculé près du grill, la bière s'agitant dans son verre alors qu'il gesticulait de manière animée. Elle va s'effondrer si tu la quittes, mec, a-t-il ri. Trop dépendante. Tu as la belle vie. J'étais debout à quelques mètres de là, arrangeant soigneusement un plateau de fruits. Je n'ai pas scié à ce moment-là non plus. Au lieu de cela, j'ai placé les fraises en une spirale parfaite, une tranche rouge à la fois. Brandon m'a rejointe quelques instants plus tard et a passé son bras autour de ma taille, me donnant un baiser sur la joue, comme s'il n'avait pas disparu la nuit précédente sans explication. Tu es magnifique aujourd'hui, a-t-il dit. J'ai souri. Merci, chérie. Le lendemain du barbecue, j'ai commencé à enregistrer les appels téléphoniques. Seulement ce qui importait, les conversations discrètes où il faisait des faux pas, disait trop, riait trop fort de choses dont aucun mari aimant ne devrait rire. J'ai étiqueté chaque fichier par date et les ai stockés méticuleusement. Je me sentais comme une espionne dans ma propre maison. Mais je ne cherchais pas à me venger, pas à ce moment-là. Je construisais un parachute, doucement, soigneusement. Parce que quand on vit dans une maison faite de fissures, on n'attend pas qu'elle s'effondre. On apprend où marcher et quand sauter. J'ai même acheté un agenda et j'ai commencé à marquer les jours avec de petits symboles, un X pour ses retours tardifs, une étoile pour les dépenses suspectes, un point pour les mensonges que je pouvais prouver. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à des listes de courses et des plans de repas. Pour moi, c'était une carte. Finalement, j'ai arrêté de réagir tout court. Je suis devenu un miroir. Il ne voyait en moi que ce qu'il voulait voir, une femme qui avait arrêté de résister, qui s'était rétrécie pour s'adapter parfaitement à l'espace étroit qu'il avait taillé pour elle. Et il est donc devenu audacieux. Il a commencé à laisser de l'argent liquide à découvert, de gros retraits qu'il n'expliquait jamais. Il partait en voyage d'affaires avec des bagages remplis de colognes et de chemises repassées qu'il n'utilisait jamais pour les appels Zoom. Un jour, j'ai trouvé du rouge à lèvres sur un reçu. La teinte s'appelait rouge tentatrice. Je n'étais pas offensé. J'ai pris note. La confirmation finale est arrivée 2 semaines avant Noël. Brandon avait bu quelques verres et s'était endormi sur le canapé avec son téléphone déverrouillé. J'ai jeté un coup d'œil alors qu'un fil de conversation s'animait. Elle ne se doute de rien. Je déposerai les papiers à Noël. Tu veux être aux premières loges. Était joint un émoji rieur et un GIF d'une femme sanglotant dans un mouchoir. Mes doigts n'ont pas tremblé.
Mon estomac ne s'est pas retourné. J'ai lu le message 2 fois, j'ai fait une capture d'écran, et je l'ai envoyé par courriel. Puis je l'ai supprimé entièrement de la conversation. Cette nuit-là, allongé à côté de lui, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé aux bougies, aux canneberges et à la dinde découpée. Noël. Il planifiait ma chute comme un tour de magie. Il pensait que je craquerais. Mais j'avais déjà choisi la date, les témoins, le cadre. Il n'était pas le seul à avoir une performance préparée. Car il avait oublié quelque chose de crucial, quand on tend un couteau à quelqu'un, on ne peut pas faire semblant d'être surpris quand il apprend à le manier. La table de Noël brillait comme quelque chose sorti d'un magazine, parfaite, soignée, faussement chaleureuse. Une guirlande scintillante encadrait les fenêtres. Des bougies vacillaient dans des photophores, et la dinde rôtie brillait sous le couteau à découper de Brandon alors qu'il souriait comme le fier patriarche où il portait le pull que je lui avais acheté l'année dernière, bordeaux avec de petits rennes brodés sur la poitrine. L'ironie de la chose en moi habillant l'homme qui complotait ma perte ne m'échappait pas. Ma sœur Beth a fait passer son célèbre vin chaud épicé, les joues rouges à cause de la chaleur et de l'alcool. Les parents de Brandon discutaient de leur projet de retraite. Tout le monde avait l'air si content, si inconscient. Je me déplaçais parmi eux comme une hôtesse en mode automatique, remplissant les verres, souriant avec les dents mais pas avec les yeux. Sous ma robe, mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais d'anticipation. Mon cœur battait à un rythme régulier, ce soir, ce soir, ce soir. Brandon a croisé mon regard une fois pendant qu'il découpait la dinde et il m'a fait un clin d'œil. Il avait une certaine expression, trop confiant, satisfait de lui-même, la façon dont il avait l'air avant que ses argumentaires de vente ne se concluent. J'ai répondu à son sourire par un des miens, chaleureux et indéchiffrable. Laisse-le croire qu'il avait gagné. La meilleure volaille jusqu'ici, a dit son père, mâchant avec entrain. Steph a perfectionné la recette, a ajouté Brandon, posant le plat sur la table comme un trophée. Elle a eu beaucoup d'entraînement. C'est quoi, notre 7e Noël? Le 8e, ai-je corrigé doucement, assise en face de lui. Il a levé son verre. Eh bien, voici à 8 de plus. Ou à combien de temps nous durons? Sa voix retroussa cette intonation cruelle, celle qui l'enrobait d'humour pour que ses pics restent désinvoltes, déniables. Des rires s'élevèrent autour de la table. J'ai ricané aussi, époussetant une miette inexistante de ma serviette. Tandis que les assiettes se vidaient et que le léger effet du vin s'installait dans la pièce, j'ai remarqué le meilleur ami de Brandon, Nat, lui murmurer quelque chose à l'oreille. Nat était déjà un peu ivre, les yeux vitreux, le sourire narquois de travers. Brandon a hoché la tête et s'est levé lentement, tapotant son verre avec un couteau à beurre. Bien, a-t-il dit, s'éclaircissant la gorge. Avant le dessert, j'ai une petite chose pour ma charmante épouse. J'ai jeté un coup d'œil à Beth, qui m'a offert un sourire de véritable joie, s'attendant peut-être à un collier ou à une note manuscrite. Brandon a cherché dans son blazer, a sorti une enveloppe, et s'est approché avec la suffisance d'un homme qui croyait livrer une grande finale. Joyeux Noël, chérie, a-t-il dit, la plaçant devant moi. Un petit rire discret s'échappa de Nat. Personne d'autre n'a ri. L'enveloppe était déplacée, simple, blanche, sans ruban, sans carte. Je l'ai regardée un instant avant de l'ouvrir calmement. La table se tut. Mes yeux ont balayé la première ligne, requête en dissolution du mariage. Déjà signé. Déjà déposé. Il avait même surligné une section en bas, comme un écolier montrant son travail. J'ai levé les yeux. Son sourire était large, plein d'attente. Alors je lui ai souri en retour. Merci, ai-je dit doucement, presque gentiment. Pause. Un éclair de confusion passa sur son visage. Nat se déplaça inconfortablement à côté de lui. J'ai cherché dans ma pochette et j'ai sorti un stylo argenté élégant, j'ai cliqué, j'ai signé les papiers d'un trait élégant, j'ai daté, j'ai mis le capuchon du stylo, et je les lui ai rendus. C'est fait. Je pouvais sentir Beth me fixer, les yeux écarquillés. Brandon a cligné des yeux, pris au dépourvu. C'est tout, a-t-il demandé, la voix trop désinvolte. C'est tout, ai-je répété, faisant glisser l'enveloppe vers lui. Puis, sans rater une miette, j'ai cherché sous la table et j'ai soulevé une boîte emballée dans du papier doré, la plaçant juste entre son assiette et son égo. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Ton vrai cadeau, ai-je dit. Il a hésité, puis a déchiré l'emballage, révélant une chemise en cuir. Il l'a ouverte,
et au moment où il a lu la première ligne, la couleur a quitté son visage. Ses lèvres ont bougé silencieusement pendant un instant, lisant, relisant. Daté. Authentifié. Dépouillé. Le contrat de mariage dont il s'était moqué, signé de la même main qui agrippait maintenant le bord de la table. Qu'est-ce que c'est, a demandé Nat, se penchant. Brandon n'a pas répondu. Alors je l'ai fait. C'est l'accord que Brandon a signé il y a près d'1 an. Il a été mis à jour, renforcé, et déposé. Mais j'ai déposé en premier, a dit Brandon, comme si cela annulait la réalité. Ce qui le rend juridiquement contraignant selon tes propres termes, ai-je répondu avec un sourire calme. Chaque actif, chaque clause. Tu me l'as donné. La bouche de Nat s'est légèrement entr'ouverte. Nom de Dieu. Ça va, mec, a demandé le mari de Beth de l'autre côté de la table. Brandon n'a pas répondu. Ses yeux étaient toujours collés au document. Les mêmes yeux qui scrutaient autrefois les feuilles de calcul et les contrats à la recherche d'incohérences ont manqué cette seule clause flagrante dans sa propre vie. Et puis, j'ai cherché dans mon sac à nouveau. Une dernière chose, ai-je dit. J'ai placé une petite enveloppe carrée sur la table, plus fine que la première. Il l'a fixée comme si elle pouvait exploser. Il l'a ouverte lentement, les sourcils froncés. À l'intérieur se trouvait une photo d'échographie. Brandon l'a regardée, puis m'a regardé. Je suis enceinte, ai-je dit, ma voix égale. 8 semaines aujourd'hui. Son expression s'est fissurée, juste légèrement. Ses yeux ont balayé la table. Pendant un bref instant, il a souri, presque involontairement. Mais ce sourire s'est fané au moment où son cerveau a rattrapé son ego, contrat de mariage, grossesse, actif, garde. La pièce semblait basculer, le poids de tout ce qu'il pensait contrôler s'abattant maintenant comme une dalle de pierre. Tu as planifié ça, a-t-il dit finalement, la voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai rencontré ses yeux, stables et froids. Tu as parié que je pleurais. Tu as ri, m'as traité de prévisible. Alors, non, Brandon, je ne planifie rien. J'ai préparé. Le silence était épais, dense de cette sorte de prise de conscience qui ne s'écrase pas mes rampes. J'ai pris une gorgée de mon vin. La douceur de la cannelle collait à mes lèvres. La mère de Brandon a légèrement repoussé sa chaise, le visage cendré. Beth a doucement cherché ma main sous la table, son pouce effleurant le mien en signe de solidarité silencieuse. Nat a essayé de parler, mais a fini par secouer la tête et détourner le regard. Ma cousine Rachel me fixait de l'autre côté de la table, les yeux écarquillés, sa cuillère planant à mi-chemin entre sa bouche et son bol de patates douces intactes. J'ai scanné leur visage lentement, saisissant chaque expression, incrédulité, honte, confusion, admiration. C'était mieux que n'importe quel monologue. Leur silence était l'ovation debout que je n'avais jamais eu besoin de demander. Brandon s'est penché en arrière dans sa chaise, passant une main dans ses cheveux. C'était quelque chose qu'il faisait quand il réalisait qu'il avait perdu le contrôle. Je l'avais déjà vu, pendant les disputes avec son patron, en essayant de se sortir d'un paiement de carte de crédit en retard, ou quand un accord échouait et qu'il ne restait personne à blâmer. Il a regardé autour de lui, comme si quelqu'un pouvait le sauver. Tu pensais que je supplierais, ai-je dit doucement. Ma voix n'a pas tremblé. Mes mains n'ont pas tremblé. Tu pensais que je m'effondrerais. Tu avais à moitié raison. Il m'a regardé à nouveau, les yeux plissés. Je l'étais. Jusqu'à aujourd'hui. Il a dégluti bruyamment. C'est à ce moment-là que j'ai vu la peur s'installer. Pas le genre théâtral, pas de cris, pas de crise. Juste un éclair, une parcelle de quelque chose de réel chez un homme qui avait toujours vu les conséquences comme optionnelles. Brandon a de nouveau ouvert la bouche, mais avant qu'il puisse parler, son téléphone a vibré contre le bois poli de la table. Il y a jeté un coup d'œil. Une autre vibration. Puis une troisième. Il l'a ramassé lentement, le déverrouillant d'un pouce tremblant. Et là, il y avait le courriel d'Eugénie. La ligne d'objet disait « Confirmation contrat de mariage, juridiquement contraignant ». J'ai regardé son visage se tordre dans une horreur lente et silencieuse tandis qu'il lisait les mots. Chaque phrase arrachait une couche de sa bravade. Son pouce a défilé rapidement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Sa peau a pâli. Il est arrivé en bas, où Jenny l'avait signé avec l'entête du cabinet et sa touche d'élégance habituelle. Elle avait même joint des copies de sauvegarde avec métadonnées, horodatage, et tout le reste. Blindé.
Dis-lui que ça ne compte pas, a-t-il marmonné, serrant le téléphone comme s'il pouvait changer. Une autre vibration. Cette fois, c'était de l'application de courriel de son père. La ligne d'objet disait « Transféré, contrat de mariage signé et document daté ». Pour info. L'homme qu'il avait autrefois appelé un dinosaure juridique venait de recevoir la preuve que son petit prodige avait tout remis sur un plateau d'argent. Brandon a baissé le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Je me suis tourné vers Beth, qui avait observé calmement tout se dérouler. « Je prendrais bien quelque chose de sucré maintenant », ai-je dit doucement, ma voix presque joyeuse. « Tu peux me passer la tarte ?» Laquelle, a-t-elle demandé, se reprenant rapidement. « Pommes et crème fouettée, s'il te plaît. » Tandis qu'elle commençait à découper la tarte, je me suis éloigné de la table, je me suis dirigé vers le buffet et j'ai récupéré une assiette propre. Les yeux de Brandon me suivaient, toujours écarquillés, essayant toujours de comprendre. Je suis retourné à la table et me suis assise à côté de ma sœur, plaçant la tarte doucement devant moi. De ma place, je me suis tourné vers lui une dernière fois ce soir-là. « Je vais faire changer les serrures demain », ai-je dit simplement. Il avait l'air d'avoir été frappé. Puis j'ai pris ma fourchette, j'ai pris une bouchée de tarte, et j'ai souri. Pas pour le provoquer. Pas pour jouer un rôle. Juste parce que la cannelle était chaude, la croûte beurrée, et le goût me rappelait quelque chose que j'avais oublié il y a longtemps, la paix. Brandon a repoussé sa chaise, les pieds raclant le parquet. « Tu penses que tu as gagné ?» a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Il ne méritait pas de réponse. Il a quitté la pièce avec fracas, laissant le contrat de mariage, l'échographie, et les restes de sa fierté sur la table à manger. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis Beth a exhalé fortement à côté de moi. « J'ai toujours détesté ce pull », a-t-elle marmonné. Des rires ont parcouru la pièce, doux, incertains au début, puis s'amplifiant. Rachel a ri nerveusement. Même la mère de Brandon a ricané faiblement, couvrant sa bouche avec une serviette, bien qu'elle ait rapidement détourné le regard. J'ai pris une autre bouchée de tarte et me suis penché vers Beth. « Joyeux Noël », ai-je murmuré. Elle a posé sa tête brièvement contre mon épaule. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de cris, pas de chaises renversées ni de vaisselle cassée. Juste un délitement silencieux du pouvoir, mesuré en regard, en documents et en une seule tranche de dessert. La pièce a changé cette nuit-là, non pas parce que j'ai changé la dynamique, mais parce que je l'ai revendiquée. Beth est restée la nuit après que Brandon a claqué la porte derrière lui. Elle m'a juste regardé et a dit, « Tu ne te réveilleras pas seul demain. » Elle n'a pas eu à en dire plus. Nous avons dormi dans la chambre d'amis, moi recroquevillé sur le côté, une main posée sur le léger renflement de mon ventre. Sa main a effleuré la mienne brièvement dans l'obscurité, sans un mot et chaude. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais retenu ma respiration ces dernières années jusqu'à cette nuit-là, quand j'ai finalement expiré. C'était comme le souffle de quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Au matin, Brandon était parti. Pas de mots. Pas d'appel. Juste le silence. Je suis descendu et j'ai trouvé la cafetière froide, la porte d'entrée verrouillée de l'intérieur, et ses clés manquantes du crochet. Je me suis préparé le petit déjeuner pour la première fois depuis des semaines, sans avoir à me soucier du tintement de ma fourchette ou du bruit du grille-pain qui saute. À 9 heures du matin, j'avais le serrurier au téléphone. Changement d'urgence ou standard ? Standard, ai-je dit, puis j'ai marqué une pause. Mais faites-le vite. Il est venu cet après-midi-là, un homme tranquille aux yeux doux qui n'a pas posé de questions quand je lui ai tendu les vieilles clés de Brandon et j'ai dit, assurez-vous qu'aucune de celles-ci ne fonctionne plus. Quand il est parti, je suis resté dans le vestibule avec une nouvelle clé à la main et j'ai réalisé que c'était la première chose que je possédais seul depuis des années. Pas la maison elle-même, pas encore. Mais la sensation, la certitude. Ce soir-là, j'ai emménagé dans la chambre principale. Elle sentait encore sa Cologne, de faibles traces de quelque chose de cher et de froid. J'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai laissé le vent de décembre courir à travers l'espace, j'ai enlevé les draps, et je les ai mis dans des sacs poubelles. J'ai trouvé une vieille boîte de bougies au bois de santal dans le placard, celle que j'aimais avant qu'il ne dise qu'elle lui donnait mal à la tête. J'en ai allumé 3, je les ai posées sur la commode, et j'ai regardé la lumière changer sur les murs comme si elle dansait juste pour moi. Le lendemain, son courrier a commencé à arriver avec des tampons rouges sur les enveloppes, dernier avis, retard des paiements, action immédiate requise. Je les ai empilés soigneusement sur une table d'appoint près de la porte.
Je n'en ai transféré aucun. Jenny a appelé ce soir-là, sa voix pétillant pratiquement. Tu ne vas pas croire ça, a-t-elle dit. Si, tu vas croire ça. L'avocat de Brandon a appelé ce matin. Sa tête devait être impayable quand il a réalisé sur quoi tu étais assise. J'ai souri dans le téléphone, me blottissant dans ma couverture. C'est officiel? Il a perdu 70% du jour au lendemain, a-t-elle répondu. Et avec un bébé en route. Elle a fait une pause pour un effet dramatique. Il va devoir faire un chèque tellement gros qu'il lui faudra un plan de paiement. Mon sourire s'est élargi. Pas pour l'argent, loin de là. Mais parce que je pouvais enfin m'asseoir dans mon propre salon sans me préparer à la guerre. Je suis fier de toi, a ajouté Jenny doucement. Ça a failli me briser. Merci, ai-je murmuré. D'être resté quand je ne savais même pas que j'avais besoin de quelqu'un. Tu as toujours été forte, Steph. Tu as juste fini par te laisser le croire. Les retombées ont été discrètes au début, comme de la neige qui fond au lieu d'une avalanche. Certains amis m'ont désabonné. Certains ont choisi leur camp. Quelques-uns m'ont envoyé des messages prudents pleins de clauses de non-responsabilité et de « je ne prends pas parti ». Mais d'autres ont été plus audacieux. Un message d'une femme à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans disait simplement « j'aimerais avoir ta force ». Un bouquet de pivoine est arrivé à ma porte quelques jours plus tard. Pas de nom, juste une carte, il était temps. À bientôt. L'assistante de Brandon, Claire. J'ai souri et j'ai placé les fleurs sur la cheminée. Bien sûr, elle savait. Ce n'était qu'une question de temps avant que les bruits ne courent à son bureau. L'homme qui avait autrefois plaisanté sur le fait de former les femmes comme des stagiaires a soudainement perdu son public. Son meilleur ami Nat a arrêté de rire lors des réunions. Les commentaires se sont arrêtés. La fanfaronnade. Apparemment, son équipe a remarqué qu'il partait tôt, marmonnant dans sa barbe, ignorant les délais. J'ai entendu le mari de Beth au téléphone avec quelqu'un plus tard cette semaine-là. Non, mec, il n'est pas bien. Comme, hanté. Hanté. Bien. L'homme qui avait autrefois dit que je ne serais rien sans lui marchait maintenant seul le midi, oublié dans un monde qui autrefois applaudissait sa cruauté. Moi? J'ai recommencé à acheter du savon à la lavande. J'ai peint la chambre d'enfant d'un vert sauge doux, une couleur qu'il avait autrefois qualifiée d'inutile. J'ai accroché de petites guirlandes lumineuses autour de la fenêtre et j'ai placé une girafe en peluche dans le coin. J'ai commencé à allumer des bougies après le dîner et à boire des tisanes dans la véranda, pieds nus, tranquille. Un soir, je me suis surprise à fredonner en pliant le linge, quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon 2e anniversaire de mariage. J'ai acheté de nouveaux draps, blancs avec de petites étoiles dorées, et j'ai dormi en diagonale sur le matelas, parce que je pouvais. Un après-midi, j'ai croisé Brandon dans la rue. Il sortait d'une banque, parlant au téléphone, l'air irrité. Il ne m'a pas remarqué. Ou peut-être qu'il m'a remarqué, mais ne savait pas quoi dire. J'ai continué de marcher. Plus tard, Jenny m'a envoyé une capture d'écran. Le cabinet de Brandon avait retiré son nom du bulletin trimestriel. J'ai répondu avec un simple emoji pouce levé. Puis j'ai préparé du thé et j'ai regardé le vent danser à travers les rideaux. Il ne s'agissait plus de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de petites choses, la liberté, la paix, une reconstruction lente et régulière d'une vie qui m'appartenait. Et la réalisation silencieuse que la femme qu'il avait essayé de briser était maintenant celle qui avait tout reconstruit, sans lui. La première fois que je l'ai senti bouger, j'étais debout pieds nus dans la cuisine, fredonnant sur un vieux disque de Nina Simone tout en coupant des pêches pour une tarte. C'était si doux au début, j'ai cru que je l'imaginais, un frémissement comme une aile effleurant l'intérieur de mon ventre. Puis c'est revenu. J'ai laissé tomber le couteau, mes 2 mains se sont envolées vers mon ventre, et je suis restée là, stupéfiée et souriante, des larmes me prenant au dépourvu. Ce n'était pas juste un coup. C'était un rappel, un rythme, un message, tu n'es pas seul. Elle était réelle, devenant forte. Et moi aussi. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal pour la première fois depuis des semaines. J'ai fait une entrée courte mais délibérée, ce bébé n'entendra jamais de cris à travers une porte. Ne se sentira jamais marcher sur du verre. Ne confondra jamais la peur avec l'amour. J'ai souligné la dernière ligne 2 fois. Mon monde était devenu plus petit, mais plus chaleureux, plus doux aux bons endroits. Ma cousine Elena a emménagé dans la chambre d'amis pendant mon 2e trimestre.
Elle est arrivée avec 2 valises et un panier de muffins à la lavande fait maison, portant son sweat à capuche surdimensionné habituel et les mêmes créoles dorées qu'elle portait depuis l'université. « Je ne vais pas te laisser faire ça seule, a-t-elle dit. Et de toute façon, tu as besoin de quelqu'un pour t'empêcher de manger des cornichons et de la glace ensemble. » Nous avons trouvé un rythme presque immédiatement. Elle travaillait à distance depuis la table de la cuisine, portait des chaussettes douillettes en juillet, et ne demandait pas de nouvelles de Brandon à moins que je n'en parle, ce que je faisais rarement. Cette partie de l'histoire ne valait plus la peine d'être répétée. Jenny passait tous les quelques jours avec des provisions et des plats mijotés chauds et des livres de prénoms de bébé avec de drôles de post-it à l'intérieur. Page 37, ne l'appelle pas Tiffany. Pas parce que c'est un mauvais prénom, a-t-elle expliqué une fois, riant autour d'un thé, juste parce que j'avais une Tiffany au collège qui m'a coupé les cheveux avec des ciseaux de sécurité pendant le cours d'art plastique. Nous avons ri davantage pendant ces mois que je ne l'avais fait depuis des années. Nous n'avons pas parlé de dépôt au tribunal, ni d'avocat, ni d'aucune des vieilles blessures laissées par Brandon. Nous avons parlé de recettes, de couleurs de berceau, de quel type de poussette se pliait le plus facilement, et si son ex espionnait secrètement ses tableaux Pinterest. C'était la première fois depuis longtemps que le silence n'était pas quelque chose que je craignais, mais quelque chose que je partageais. La chambre du bébé a pris forme lentement. J'ai peint les murs d'un jaune doux et je les remplis de meubles chinés que j'ai restaurés moi-même, une couche de peinture chaude à la fois. Une chaise à bascule est arrivée dans une boîte géante, et Elena a passé 3 heures à essayer de l'assembler avant de jeter les instructions et de déclarer « C'est ton histoire d'origine de super vilaine ». Nous avons ri jusqu'à ce que nos mâchoires nous fassent mal. Un dimanche tranquille, j'ai sorti une boîte du fond du placard du couloir. J'ai su ce que c'était au moment où je l'ai touché, le léger crissement du ruban de satin, la faible odeur de cèdre s'accrochant au bord. Nos photos de mariage. Je me suis assise par terre dans le salon et j'ai ouvert le couvercle. Nous étions là, sourire figé et vœux enveloppés dans de la dentelle blanche. Ses mains autour de ma taille. Mes yeux pleins de rêves qui s'étaient depuis réduits en cendres. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas scié. J'ai glissé chaque photo dans une enveloppe séparée et j'ai étiqueté la boîte à libérer. Puis j'ai conduit jusqu'au centre de dons, je l'ai remis sans cérémonie, et je suis reparti plus légère. Je me suis arrêté dans une librairie en rentrant, j'ai acheté un journal vierge avec une couverture en cuir et d'épaisses pages ivoire. Cette nuit-là, j'ai intitulé la première page « Des plans qui ne sont qu'à moi ». J'y écrivais chaque soir. Certaines entrées étaient longues, certaines juste un seul mot. Mais chacune d'elles m'appartenait. Au moment où Noël est revenu, l'air à l'intérieur de la maison sentait la cannelle et le pain au lieu de la tension. La table à manger était plus petite, plus confortable. Pas de centre de table théâtraux. Pas de verre à vin utilisé comme arme de charme. Il y avait des rires, de vrais rires, le genre qui jaillit sans effort. Bette a amené son bambin, qui n'arrêtait pas de laisser tomber de la purée de pommes de terre par terre et de crier haut, avec la fierté d'un magicien réussissant un tour. Mon père a découpé la dinde pendant qu'Elena essayait, sans succès, de faire une sauce végétalienne. Jenny a amené un rendez-vous, son premier en un an, et je n'ai pas ressenti d'envie. Je me suis senti comblé. Et à côté du fils de ma sœur était assise une toute nouvelle chaise haute, blanche avec de petites étoiles jaunes, accueillant l'amour de ma vie, ma fille. Elle avait ses yeux, peut-être. Mais le reste? Oh, à moi. Ses joues étaient pleines et roses à cause du froid. Ses petits doigts agrippaient le bord de sa tablette pendant qu'elle bredouillait des absurdités comme si c'était le discours le plus important jamais prononcé. Je n'ai pas passé la soirée à surveiller la porte. Je ne vérifiais pas mon ton. Je ne répétais pas de réponse dans ma tête et je ne me demandais pas si un compliment de quelqu'un pouvait déclencher une pique. J'étais présente. Chaque bouchée de nourriture, chaque regard partagé, chaque histoire racontée entre les plats ressemblait à une célébration, non pas de la survie, mais de quelque chose de nouveau. Après le dîner, je me suis blotti dans le fauteuil près de la cheminée, ma fille endormie sur ma poitrine, ses petits souffles réchauffant le tissu de mon pull. Tout le monde s'était dirigé vers la cuisine ou était parti faire une promenade tardive, mais je suis resté en arrière, la tenant, entouré de ce genre de paix qui me semblait autrefois fictive. J'ai pris une gorgée de mon cacao et lui ai murmuré doucement, il a dit que je ne serais rien sans lui. Elle s'est légèrement agitée, ses doigts se recroquevillant. J'ai embrassé son front et j'ai souri. Il s'avère, ai-je murmuré, que je suis tout sans lui. Si cette histoire de pouvoir calme et de timing parfait vous a donné des frissons, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite.
Ma partie préférée a été quand elle a fait glisser cette boîte emballée dans du papier doré sur la table. Quel a été votre moment préféré? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Pour plus d'histoires de force, de vengeance intelligente et de justice émotionnelle, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un moment.